Bonjour et bienvenue sur le podcast Behind the Game, le podcast qui interviewe les professionnels du jeu vidéo afin de découvrir des nouveaux métiers et leur quotidien. Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Je suis Nicolas Viena, producteur dans l'industrie du jeu vidéo et je suis en compagnie de Liam. Comment vas-tu Liam? Hello, je m'appelle Yam et cette semaine, on a le plaisir de discuter avec qui, Nico? On va interviewer Corentin Paulette, lead artist chez Albion Studio. Salut Corentin, comment tu vas? Hello, ça va très bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Avant de commencer, nous tenons à remercier l'association Lyon Game Dev qui est notre partenaire et qui nous permet de faire exister l'émission Behind the Game. Mais qu'est-ce que c'est Lyon Game Dev? C'est une association des professionnels du jeu vidéo lyonnais qui organise des rencontres et soutient les projets locaux dans le domaine. Corentin, est-ce que tu as tout ce qu'il te faut? T'es prêt pour commencer? Nickel, on peut partir. Est-ce que tu peux définir ton métier et ton rôle plus ou moins dans les grandes lignes? Ouais, donc actuellement je suis donc lead artiste à Albion. Je suis aussi à la base 3D artiste et technical artiste. Globalement, je m'occupe de la gestion de l'équipe art, majoritairement 3D et intégration moteur, et aussi de la mise en place des pipelines de production artistique et du contrôle de qualité. Avant de rentrer un peu davantage dans vraiment le cœur de ton métier, est-ce que tu peux revenir un peu sur finalement ton parcours? Qu'est-ce que tu as pu faire comme études et la suite, quoi? Alors, c'est en vrac. J'ai fait j'ai fait fac de psycho pendant 2 ans parce que ça a été utile quand même. Et ensuite j'ai fait un IUT qui s'appelait à l'époque Services et réseaux de communication, qui s'appelle maintenant Métier du multimédia et de l'informatique ou de l'information, pour apprendre tout ce qui est design, code, ce genre de choses. Et ensuite, j'ai fait une formation en 1 an à Gamagora, à Lyon 2, en 3D, spécialisation temps réel. Est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu plus en détail de qu'est-ce qui t'a emmené à être technical artist? La toute base, donc j'étais 3D artiste quand je suis arrivé dans le JV, avec plus une passion pour tout ce qui est art surface. Je suis pas du tout caractère designer, par exemple, enfin caractère artiste. En travaillant en fait sur des productions d'assez petite taille, je me suis beaucoup plus retrouvé dans le rôle de tech art, parce que c'est là où il y a beaucoup de problem solving. On a des concepts, on a des idées de direction créative et artistique, et ce que je trouve le plus intéressant, c'est avec les moyens qu'on a, avec les technos qu'on a, comment est-ce qu'on peut réussir à obtenir ce qu'on veut, voire plus. Et tu t'organises comment au quotidien? Tu utilises quoi comme outil? Alors, majoritairement, je suis beaucoup plus dans les moteurs, donc actuellement surtout Unity. J'ai l'habitude aussi d'utiliser Unreal Engine 4 et 5. Après, je reste un 3D artiste quand même, donc je vais aussi pas mal avoir recours à Maya, à Autodesk Maya, et à la suite Substance, donc Substance Designer et Painter, et après l'éternelle suite Adobe, Illustrator, Photoshop surtout. Et c'est quoi un peu ta journée type vraiment? Alors, journée type, en ce moment, c'est beaucoup plus lié, ces derniers temps, ça a été beaucoup plus lead art que tech art, malheureusement. Du coup, c'est beaucoup plus du suivi au niveau des équipes pour maintenir la production à flot, pour répondre à leurs problèmes. Après, aussi bosser avec les développeurs et les producteurs pour maintien de la production. C'est de temps en temps, si j'ai de la chance, j'ai réussi à me récupérer un petit chantier tech art, et du coup, là, ça va être répondre à un brief, faire des estimations de temps, et si j'ai vraiment de la chance, mettre les mains dans le moteur. Donc on va dire que tu as un rôle de chef de projet entre guillemets, c'est-à-dire qu'en même temps tu vas gérer des gens, mais en même temps tu as la main dedans, et en même temps tu es amené à interagir avec d'autres corps de métier comme le producteur, et cetera. Ouais. OK. Après, c'est pas obligatoire. J'en connais qui font uniquement dans leur domaine, mais j'ai une tendance à préférer aller voir justement les autres pôles, et à bosser en lien avec eux, surtout technical artists. Normalement, on est beaucoup plus proche des devs et aussi du pôle game design, parce qu'on est responsable des sign and feedback et ce genre de choses. On est arrivé très vite sur le côté lead, mais moi, en vrai, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu au cours de ta carrière, à quel moment
en tout cas, dans quelle expérience tu t'es dit, moi, je vais prendre plus cette direction parce que c'est un vrai choix finalement de partir plus sur le management ou de l'expertise. Quand est-ce que ça s'est passé enfin, comment t'en es venu là? Il y a quelques années, alors j'ai un parcours qui fait que j'ai très très vite été en charge des parties artistiques des projets parce que j'étais sur des tout petits projets en commençant. Donc quand t'es un ou deux artistes, il y en a forcément un qui va plus prendre la charge de directeur artistique entre guillemets. Et même avant ça, j'avais eu l'occasion d'être chef de projet dans une ancienne vie. Donc c'est un truc que j'aimais beaucoup. Prendre la charge d'équipe, faire du management. Et en arrivant du coup sur des projets un tout petit peu plus gros, j'ai eu l'opportunité justement de continuer à faire de la direction artistique, mais vraiment d'avoir des équipes dédiées. Et c'est là où je me suis dit, vu que je suis très très touche à tout, j'aime beaucoup me former sur plein de trucs, ça pose le problème de il y a pas assez de temps dans une vie pour creuser, pour aller à fond dans un domaine. Et aller à fond dans un domaine, c'est un peu moins mon truc, de devenir hyper spécialisé. Du coup, j'ai trouvé qu'être lead, ça me permettait de garder les mains là-dedans, de toujours connaître des nouveaux trucs, d'aider des gens qui, eux, arrivent à se spécialiser et sont ultra bons là-dedans, à atteindre leur plein potentiel en les déchargeant ou en les aidant. Donc c'est plus là-dessus, ça me convenait beaucoup plus à ma façon de travailler et je pense à ma façon d'être en général. Tu définirais plutôt comme un couteau suisse en fait. Ouais, bon, comme beaucoup de techies, je pense, mais ouais, c'est toujours jack of all trades. D'ailleurs, on est allé pareil directement, enfin, sans vraiment expliquer. C'est compliqué d'expliquer le T-Cart. Enfin, c'est sorti. Moi, quand j'ai démarré dans l'industrie, il n'y avait pas vraiment le terme T-Cartiste. Non, en effet. C'est apparu dans les dernières années. Comment tu le définirais, toi? C'est en effet pas facile du tout. Globalement, T-Cart, c'est un spectre. En fait, c'est pas une discipline. Technical artist, ça va d'un artiste 3D qui est capable de faire des choses assez avancées, hein, les artistes 3D qui travaillent sur Houdini par exemple et qui font de la génération procédurale, ou même je connais des texture artistes qui sont vraiment des tech art, hein. Ils créent sur Substance, on peut faire des trucs ultra poussés au niveau très technique. C'est plus de l'art, c'est vraiment avant on appelait plus ça, enfin le côté du spec que beaucoup connaissent pendant longtemps, ça s'appelait les intégrateurs moteurs. C'était des gens qui étaient chargés, qui étaient souvent des 3D, des 2D, et qui étaient chargés de l'intégration et du maintien des assets dans les moteurs. Donc maintenant, on appelle ça du tech art aussi. Et après, le spectre, il va super loin jusqu'à des gens comme les graphics prog, qui sont beaucoup plus des développeurs que des artistes. Et c'est pas un jugement de valeur, hein, bien sûr, mais c'est un terme très fourre-tout. Pour moi, globalement, un tech art, c'est vraiment du moment où quelqu'un va être amené à travailler dans le moteur de jeu, donc sur Unity ou Unreal, et être capable de maintenir ce qu'il crée de A à Z. Il commence à rentrer dans le tech art. Après, il y a des spécialisations. Il y a les shader artists, il y a les mecs il y a les gros bourrins qui font du render pipeline et qui sont du développeur moteur à ce niveau. Il y a de tout. Ça va, Liam, t'arrives au niveau des termes et autres? J'arrive à suivre. Bon, il n'y a pas tout qui est compréhensible, mais dans l'ensemble, j'arrive à bien comprendre. Faut pas hésiter à me demander s'il faut que j'explicite, Ok. hein, parce que je suis dans le jargon à chaque fois, moi. Donc. Non, mais en vrai, Ok. sur l'aspect shader ou render pipeline, j'aimerais bien pour le podcast qu'on décrive un peu plus parce que forcément ça parlera plus à ceux qui ont le nez dedans, mais Ouais. Alors pour faire simple, render pipeline c'est déjà très porté sur Unity parce que c'est comme ça qu'ils appellent leur façon de faire. Mais en gros, c'est que les moteurs de jeu, donc Unreal, Unity, Godot, c'est des programmes qui, en gros, on leur donne un modèle 3D et eux, avec une suite de programmes, ils savent comment afficher. Donc, faut que ce pixel il soit vert, faut que celui-là il soit transparent. Ils arrivent à afficher ça. Le render pipeline, c'est tout cet ensemble d'opérations qui va permettre de modifier le rendu visuel d'un jeu. Donc, on peut s'en servir pour savoir si les objets sont plus ou moins distants de la caméra. On peut s'en servir ça sert un peu à tout. Et il y en a de base, on n'est pas obligé d'y toucher, mais c'est un truc qui se fait beaucoup dans les productions. Dès qu'on a des problématiques visuelles très précises, on commence à y toucher. Et le shader, lui, c'est pareil, c'est un programme
qui va qui va être appliqué à un objet 2D ou 3D et qui va décrire comment est-ce qu'il doit être affiché. Et donc ça va de appliquer simplement une couleur, à faire des animations, faire des effets différents suivant la lumière, plein de choses. C'est après difficile d'expliquer plus loin sans rentrer encore dans du gros jargon. C'est normal. Mais non, c'est déjà de base d'essayer de mettre un peu des mots sur des termes qui peuvent sembler barbares, mais qui sont nécessaires pour la réalisation de jeux, et d'autant plus sur des aspects mobiles ou VR. Aujourd'hui, avec ton expérience, tu penses quelles seraient les compétences qu'il faudrait pour qu'on soit lead artiste? Pas facile. Selon moi, pour moi, une compétence qui est nécessaire, c'est la curiosité. De base, un lead art, on est amené à bosser avec quasiment tout le pôle artistique. Donc, c'est pas maîtriser, mais connaître. Il faut savoir combien de temps prennent les choses. Donc, il faut avoir, ne serait-ce que essayer ou au moins discuter avec des experts, savoir combien de temps ça prend de faire un concept art, combien de temps ça prend de faire un rig, de l'animation, de la 3D, connaître les problématiques. Et en bonus, connaître les problématiques des autres pôles, de connaître les bases du game design, du level design, connaître ne serait-ce que les bases de la programmation. Ça, c'est plus dans un but de dialogue avec tout ça. Je fais partie de ceux qui refusent les guerres de clochers dans le JV, les devs, les GD, les arts. On est tous dans le même bateau et il faut qu'on bosse ensemble quand même si on parle pas les mêmes langues. Et après, un gros point pour le lead, c'est l'humilité, je pense. Ça donne l'impression que je me jette des fleurs là. Mais en lead, on est très très vite amené à manager des gens beaucoup plus compétents que soi. J'ai des 3D artistes qui font des trucs qui me prendraient des semaines à faire en quelques jours. Et c'est normal, faut passer son complexe de l'imposteur, parce que eux, c'est des spécialistes. Et en lead, on n'a pas le temps d'être des spécialistes et c'est pas notre vocation. Et du coup, il faut avoir cette humilité d'écouter énormément ses équipes et de leur faire confiance. Quand un 3D artiste, quand je lui demande de faire quelque chose, que je prévois au planning que ça va prendre 2 semaines, et qui vient me dire que j'ai déconné, que ça c'est beaucoup plus compliqué et que ça va prendre 3 semaines, il faut que je sois capable de l'entendre, de comprendre ses arguments, parce qu'après il va falloir aussi que je défende ça au producteur quand je vais lui dire que je me suis trompé et qu'en fait il y aura une semaine de plus au calendrier. Du coup, pareil, faut savoir dialoguer, L'aspect communication et soft skill, on va dire d'arriver à comprendre l'enjeu de chacun, et c'est pas bête et méchant comme dans la production où tu as un sujet, un chantier, et t'avances, il y a de l'humain derrière, et finalement ça prend tout le prisme des sensibilités, des besoins de chacun, et faut en avoir conscience, quoi, cette partie-là. Et juste avant de passer un peu sur les parties un peu transverses, sur l'aspect métier encore, je suis jeune junior, j'ai envie de démarrer un peu là dans l'industrie, en tout cas technical artist, et en fait je me pose aussi des questions au niveau lead, mais je pense pas qu'on puisse démarrer en tant que lead, mais en tout cas en tant que technical artist ou 3D artist, qu'est-ce que tu recommanderais en conseil à ceux qui nous écoutent? Déjà, du coup, de pas viser lead comme objectif, en effet. Lead, c'est vraiment un truc qui vient avec le temps et il faut pas se presser. Gérer des équipes, ça change de métier complètement. C'est quelque chose il faut se poser la question. Il y a des postes en plus intermédiaires qui existent comme main artist et tout. Voilà. Parce que je vois quand même des juniors qui très très vite ont envie, parce que c'est valorisant et je comprends d'être lead, mais déjà on peut faire du mentorat sans être lead. Donc voilà, c'est ne pas se presser à ce niveau-là. Et vraiment, sinon, le gros conseil que j'ai à donner à chaque fois, c'est soyez curieux. C'est si vous posez une question de comment on fait tel truc, allez regarder. On a tellement d'articles, tellement de blog posts, surtout. Allez voir les conférences et essayez d'étendre. Même si, moi j'avais fait ça à une époque, par exemple pour l'animation. Je comprenais pas comment on pouvait faire des rigs complexes pour le temps réel, parce que on a beaucoup de problématiques. Donc j'ai essayé, je m'étais fait un petit projet perso, j'avais essayé, j'ai détesté ça, c'est une horreur, l'animation, je supporte pas. Respect à tous les animateurs et aux rigueurs. Mais au moins, ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionnait, et si je devais soit en faire, soit aider un animateur à un moment, je savais le faire. Il faut pas se cantonner, c'est très très bien de se spécialiser. Quelqu'un qui veut faire du Kara doit faire du Kara et s'entraîner.
mais c'est toujours bien de faire du next step et d'aller chercher ailleurs. Genre pour les 3D artistes, parce que c'est ce qu'on a le plus dans les écoles, s'intéresser à qu'est-ce que mon modèle 3D il devient une fois qu'il va être utilisé dans le moteur. C'est comment est-ce que fonctionne. Je fais des textures en PBR parce qu'on m'a dit de faire des textures en PBR. Comment ça fonctionne dans le moteur? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Et c'est quoi les standards d'industrie? C'est tout bête, mais juste ça permet de gagner du temps et s'intéresser, de rester curieux. C'est le meilleur moyen de pas se faire distancer, parce qu'il y a des nouvelles technos qui sortent tout le temps. Il y a plein de trucs qui sortent constamment, donc se tenir informé au courant. C'est mon plus gros conseil. Ouais, vraiment le côté, ne pas réfléchir bêtement à la tâche, mais réfléchir tout aux alentours du pourquoi on fait ça comme ça, pourquoi cette action-là et pas de cette manière-là, et cetera, et cetera. C'est ça. Et petit conseil bonus, profitez si vous avez encore le temps de faire des projets perso et tout, profitez-en pour aller chercher des grosses techniques vraiment bourrin, parce que quand on est dans une logique de production, on le comprend très très vite, les solutions ultra élégantes et complexes ont pas forcément leur place, et du coup, il vaut mieux prendre le temps perso pour faire vraiment, quitte à over-ingénierer des trucs, pour tester. Parce que quand on est dans un contexte de production, que le temps est réduit, que il y a plein de trucs qui nous tombent dessus, cette connaissance il va nous aider à nous rabattre sur des trucs beaucoup plus simples et beaucoup plus efficients. Pareil, hein, dans un contexte de production, faut mettre son ego de côté. C'est pas parce que la solution qu'on connaît, qui est super belle, qui est super élégante, qui est hyper impressionnante sur un portfolio, elle fonctionne, qu'elle va être utilisée, parce que si elle prend trop de temps, c'est tout, c'est mort. Justement, je profite pour rebondir sur ce que tu dis. T'arrives comment pour continuer tout le temps d'être au courant des nouvelles avancées au niveau des outils, à justement te renseigner, tout ce qui est veille, etc. C'est un réflexe à prendre, c'est de la veille technique. Donc c'est aller regarder, être abonné sur les différents réseaux aux nouvelles techniques, genre de choses. Et puis c'est vraiment du réflexe à prendre. Il y a des chaînes YouTube, par exemple. J'essaie toujours de suivre la 3D parce que ça reste mon cœur de métier, et toujours de m'améliorer dedans. J'ai un petit panel de chaînes YouTube que je suis assidûment. Je suis abonné à des newsletters qui me permettent de voir ça. Et puis après, alors, je n'ai pas Twitter personnellement, et on arrive quand même à faire de la veille sans Twitter et sans LinkedIn, mais en allant pas sur LinkedIn, n'est-ce pas Nico? Mais ouais, c'est ça pour le coup, c'est un truc à prendre. C'est une habitude à prendre, de pas aller que sur ArtStation et juste aller regarder les blogs. Il y a 80 Level par exemple, juste du temps libre, un truc, à un moment on sait pas quoi faire parce qu'on attend une build, on ouvre 80 Level, on regarde les derniers blog posts. Il y a toujours des trucs intéressants. T'as des chaînes YouTube à recommander qui viennent en tête? Ce qui me vient en tête, On Mars 3D, qui est extrêmement bon. Il me semble que c'est lui qui est super bon en véhicule art, par exemple. Et après, j'ai plus les noms. C'est malheureusement T'inquiète. Pas les noms comme ça. Ouais. Ah, il y en a un en plus, c'est bête parce que lui, il vend des formations qui sont vraiment bien et je retrouve plus le nom. Et ah si, JL Musi. MU2SI. C'est lui vraiment, il a une newsletter qui est super cool, ses formations sont incroyables et ses vidéos sur YouTube sont vraiment top. En ce moment, il a une série sur comment transférer ses connaissances de Maya à Blender et inversement, et c'est hyper bon à savoir. Sur ces aspects-là de management, on va rester un peu sur cette partie, mais il y a une vraie question de temps, tu vois, sur comment tu arrives à toi t'organiser, à trouver le temps pour de la veille, à continuer à produire, parce qu'on peut te demander de produire aussi. Globalement, comment tu arrives qu'est-ce que tu mets en place pour bien t'organiser avec tes équipes au quotidien? C'est souvent au tout début d'un projet ou quand des gens rentrent dans l'équipe que c'est à mettre en place, et pour qu'au quotidien j'ai pas de temps à en faire, c'est instaurer vraiment instaurer une ambiance de dialogue ouvert constant. Je me suis rendu compte il y a quelques années que ce qui pouvait prendre énormément de temps, c'était les gens qui remontent pas les problèmes, parce qu'on a tous cette habitude, surtout les artistes, j'ai l'impression d'être dans notre bulle et d'être dans la tête dans le guidon, et de pas remonter les trucs, et ça remonte trop tard, et c'est là où c'est branle-bas de combat et c'est un enfer. Et du coup d'essayer de vraiment libérer le dialogue sur toutes les problématiques, de montrer que on n'est que dans une production, on sauve pas des vies, c'est pas grave de faire des erreurs, d'instaurer ce côté-là. Et après, c'est du maintien de ce truc-là au jour le jour, sans aller dans le micromanagement, d'aller voir les gens, de voir comment ça avance. Ça va au-delà des délits et tout. C'est juste
qui a 5 minutes parce que je dois attendre qu'Unity s'ouvre, se lever, aller voir les gens, ou alors si c'est du distanciel, envoyer des messages de temps en temps pour demander si tout va bien, s'il n'y a pas une petite problématique. C'est vraiment de l'entretien à ce niveau-là. Le plus gros problème qui vient avec ça, de toute façon, en tant que lead, je trouve, c'est le morcellement, c'est qu'on a plus de temps de focus. Donc ça, c'est ce qui est très compliqué si on a besoin de produire, c'est qu'on n'a pas ces grands blocs de temps qu'on pourrait avoir sinon j'ai 4 heures pour faire un truc en full focus. Et bah du coup, pour pallier à ça, justement, il y a la veille d'aller faire de la doc pour maintenir un peu son niveau. Et après, bah du coup, c'est aussi trouver du temps pour soi en dehors du travail pour faire ses projets perso, ce qui est pas facile. Il n'y a pas de honte à pas y arriver. Parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent la pression avec ça. On est d'accord. Je suis un peu dans ce cas, alterner. Bon, là, c'est dans l'alternance de mon côté, mais projet personnel et alternance, et je comprends beaucoup ce que c'est. Ouais, non, mais c'est pas facile. Hein. Clairement. On en vient, là, c'est enfin, on va dire, c'est projet pro, projet perso, mais même au sein des projets pro, toi, tu es amené à faire du multi-projet. Comment tu le vis, monsieur Corentin? Alors, ça va parce que maintenant, je suis plus multi-projet depuis quelques temps. Donc, mais le seul projet qu'il y a me draine complètement mon énergie. Mais non, je pense que réellement, c'est l'exercice le plus difficile qui existe, de faire du multi-projet, parce que ça demande déjà une confiance totale dans les équipes qui vont être sur les projets, parce qu'on n'a pas le temps d'être 100%, et du coup, forcément, on perd l'info. Donc, on va devoir mettre une confiance et montrer aux gens qu'on leur fait confiance pour qu'ils gardent cette information et qu'ils puissent la redonner. Au bout d'un moment, c'est presque organique comme gestion, suivant les timelines des projets, suivant leur importance. Enfin, c'est qu'on va dire, hein, mais suivant dans une entreprise quel projet est plus important, on va lui donner plus de temps. Et après, suivant aussi les besoins des équipes. On peut avoir un projet qui roule super bien parce qu'on a des seniors dessus. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a de temps en temps un problème, souvent du coup qui est plus gros parce que c'est des seniors. Et ça va rouler. Et à côté, on a un projet avec beaucoup moins de personnes, beaucoup plus juniors, ou parfois juste au-delà de l'expérience qui ont besoin de plus d'attention. Et il faut jongler avec ça. Pour le coup, pendant 1 an à Lyon, là, c'est ce que j'ai le plus expérimenté et c'est ce qui est le plus dur. Idéalement, il faudrait être sur un seul projet, de toute façon, pour moi. Et après, si on trouve, au bout d'un moment, on forme. Quand je bossais avec Nicolas sur un des projets d'Albion, il y a une des 3D artistes qui est extrêmement douée dans ce qu'elle fait, que j'ai aidé à former en intégration tech art, qui est devenue main artiste sur le projet et qui du coup était ma référente elle a les informations, si je sais que je peux aller vers elle. Alors c'est une charge que je mets sur quelqu'un, mais c'est nécessaire dans le multiprojet, dans la gestion multiprojet. J'ai plusieurs questions, mais en vrai, c'est pas forcément mettre la charge sur quelqu'un, c'est aussi déléguer, et c'est aussi dans ce rôle de lead. Oui. Je trouve d'apprendre, en montant en responsabilité et autres, t'as besoin d'être bon à déléguer les choses et d'accepter que c'est pas toi qui fais. Et c'est vachement dur ça, ouais. À prendre en compte. Et j'avais surtout une autre question sur l'aspect, plus pour toi personnel, mais vu qu'on a fait des prods ensemble, je sais pas si comme moi, est-ce que tu dis l'idéal c'est un projet et c'est cool, mais finalement est-ce que t'es pas bien non plus à en avoir plusieurs? C'est une vraie question perso. En fait, ça va vraiment dépendre du projet. Ouais. Parce que en vrai, au niveau personnel, j'ai l'impression que ça commence à être mon sweet spot, commence limite à être à 2 projets, parce que ça me permet de toujours renouveler, mais ça dépend vraiment de comment se passent les prods. Parce qu'il y a la loi de Murphy et que parfois les 2 prods sont en feu en même temps. Et alors là, c'est un moment de plaisir insoutenable. Mais ça permet, par contre, c'est un exercice qui est hyper intéressant pour justement apprendre à déléguer. Ça, c'est un truc j'en suis conscient. Je fais encore partie de ces gens-là qui ont du mal à déléguer parce qu'il y a des chantiers que j'adore faire et que j'aimerais me garder pour moi. Ça reste intéressant de faire du multi-projet parce qu'on peut être sur des problématiques différentes. Ça, c'est limite le meilleur des mondes parce que d'un projet à l'autre, on va pas avoir les mêmes trucs. Alors c'est épuisant. Pas mentir, hein, mentalement ça peut mettre une belle cartouche, mais au niveau pro ça reste très intéressant à faire. Par contre, voilà, c'est sur la dernière année, je crois qu'à un moment je suis monté à 4 projets simultanés.
Là, autant dire, il y en a un qui passe à la trappe. Il y en a un, je le suis de loin et on croise les doigts pour que ça se passe correctement. Face à ça, j'ai un peu une question qui me vient. Tu fais comment pour gérer le stress? Je suis fumeur. Alors non, réellement par contre, sortir. C'est faire les non-fumeurs, faites des pauses avec les fumeurs. Au pire, vous vous mettez 20 mètres plus loin pour pas avoir les clopes, mais faire des pauses, c'est hyper important. Et ouais, c'est une industrie qui est hyper stressante de base, même pas pas que pour les leads. À ce niveau-là, c'est apprendre à déconnecter, au fait, c'est pour ça que je fais partie des gens qui aiment pas le télétravail. J'aime bien que mon environnement chez moi, ça soit pas mon travail. Ça soit complètement décorrélé. Et après, personnellement, je suis quelqu'un de très stressé, de nature. Du coup, voilà, moi, j'ai pas trop du coup, je me pose pas trop la question de comment gérer mon stress. J'essaie de le faire au mieux. Et puis après, pas hésiter à poser des vacances, même si parfois le timing est pas super bon. C'est pas grave, c'est encore une fois, on sauve pas des vies, on fait des projets, c'est pas grave. Et après, le plus important, c'est surtout apprendre à ne pas passer son stress aux équipes. Ça, c'est un truc en tant que lead qui est hyper important, c'est qu'on a le droit d'être sous l'eau, et de plus en pouvoir, c'est normal, mais il faut éviter au maximum que ça déborde sur les équipes. On est un peu là pour faire tampon, c'est le côté compliqué de notre job. Personne bosse bien quand il est stressé. C'est ceux qui osent dire en entretien d'embauche, moi je bosse bien quand je suis sous la pression. Non, c'est quand t'es stressé, au bout d'un moment tu bosses plus. C'est vraiment le plus gros exercice, c'est ça. C'est faire en sorte que les équipes arrivent à bosser, même si les conditions sont difficiles, et pas leur passer, pas devenir un vecteur de stress soi-même. Et du coup apprendre à faire des pauses, à cut complètement. Genre de choses. Et aussi faire un travail comme tu dis, on est sur des projets, on n'invente pas des parachutes, à vraiment. Oui, c'est ça. C'est au final, c'est qu'on va dire, je suis désolé pour les investisseurs et tout. Si on rate une milestone, si on se rate quelque part, il y a de l'argent qui est perdu, il y a du temps qui est perdu, mais au final, c'est pas si grave. Après, normalement, on est censé quand même, on discute entre pôles, on est censé pouvoir voir arriver les difficultés, lever les flags et prévenir. Ça fait aussi partie de nos rôles normalement, c'est de voir en avance quand ça va déraper, lever les flags, trouver des solutions ou au moins avoir prévenu que tout le monde puisse brace for impact. Ok. Et est-ce qu'il y a des sujets ou des chantiers que tu aimerais creuser ou que tu manques de temps pour y consacrer? Oui, oui. Et j'aurais jamais assez de temps dans une vie, je pense. Non, réellement, en ce moment, ce qui me manque beaucoup, c'est refaire un peu de 3D à l'ancienne, parce que il y a beaucoup de nouveaux trucs qui sont sortis. J'ai appris des nouvelles techniques, justement via des blog posts et tout, que j'aimerais tenter. Il y a les nouveaux outils qui sortent. Maya se met à jour tous les ans et avec des nouveaux trucs. J'aimerais bien me remettre à Blender, parce que ça, je l'aime pas beaucoup, mais force est de constater qu'il est très efficace et devient de plus en plus présent dans l'industrie. Unreal, que j'ai pas touché depuis quelques temps, qui arrive avec des outils incroyables. Alors, je suis un grand fan du procédural, de tout ce qui est génération procédurale, c'est ma cam. Et il y a des outils justement qui sont sortis là-dessus, le Procedural Content Generator d'Unreal, qui permet d'upscale des productions, qui est génial. Et après, il y a le classique de j'aimerais bien me remettre au développement, faire un peu de C++ et de C# pour agrandir mes connaissances et pouvoir être plus performant sur le côté de ta carte. C'est quoi juste le terme procédural pour celles et ceux qui connaissent pas? Alors c'est en gros, ça va être donner un programme, des bases pour des règles pour que lui derrière génère des environnements, quoi que ce soit, de manière automatique, suivant justement cette de règles. Un jeu qui le démontre super bien, c'est The Binding of Isaac, où les environnements en fait sont composés de toutes petites cases, et ensuite le jeu assemble ces cases suivant des règles pour faire des salles de 8, de 12, avec un coffre, sans coffre, et ce genre de choses. Ça permet en fait de créer on crée des Lego, en fait, on crée des petits morceaux, et c'est ça qui va être assemblé ensuite avec les règles qu'on aura définies pour faire des trucs beaucoup plus grands et beaucoup plus rapidement. C'est un peu ma petite passion. J'adore aussi Returnal pour ça. Incroyable démonstration de procédural. Ok. Et là, on va passer plutôt au côté artistique et VR, forcément. Et est-ce que tu as un style de DA, de direction artistique que tu apprécies bien? Ouais, alors c'est un style qu'on voit pas beaucoup dans le jeu vidéo, malheureusement. Je suis un énorme fan de BD franco-belge, mais de science-fiction. Tout ce qui est les métal hurlants, le monde de Mobius, ce genre de choses. C'est des directions artistiques très colorées et très,
très spécifique, le cinquième élément, ce genre de choses. C'est un truc qui me passionne avec ça, et à l'inverse, la dark fantasy ou les environnements extrêmement sombres, le manga Blame par exemple. Tout ce qui est grosse architecture très complexe, Shadow of the Colossus l'avait fait un petit peu, ce côté cyclopéen. C'est plus les DA que j'aime bien. Après, je me limite pas trop. Tu penses quoi de l'espace? J'en ai pas mal bouffé. C'est très compliqué. L'espace, en vrai, c'est très compliqué. C'est à la fois facile de faire du joli avec l'espace, et à la fois c'est vide. En fait, il y a rien dans l'espace. Starfield, très bon exemple, quoi. Enfin, l'espace, c'est difficile de pas faire un truc chiant à crever. Alors qu'une bonne vieille planète, des bonnes vieilles ruines, c'est intéressant. Il y a des trucs qui se passent. Non, mais science-fiction plus procédurale, et en fait, tu kiffes le projet, quoi. Bah, en vrai, ouais. Bah, Returnal. Voilà, Returnal. Par contre, le voyage spatial, c'est beaucoup moins ma cam. Parce que, ouais, c'est vide. Il se passe pas grand-chose. Ça, c'est plein de choses que tu as voulu aussi avant. Enfin, t'aimerais avancer, mais au cours de ta carrière, t'as pu affronter différents types de défis techniques. Il y en a un qui t'a marqué. Tu t'es dit, ouais, là, quand même. Il y en a plusieurs, en vrai. Alors, il y en a eu pas mal avec le procédural de l'époque où je travaillais chez B2 Expand, où on avait un jeu où on générait entièrement l'environnement, où les joueurs, c'était un jeu de course de vaisseau, un peu, où il y avait le premier vaisseau naviguer lui en 3D et tracer une route. Et du coup, pour que ça rende ça intéressant, chaque début de partie, c'était des villes, c'était un environnement dans l'espace généré procéduralement sur des astéroïdes avec des villes entières. Et on était une équipe, on était 3 artistes, 2 développeurs. Gros pari à faire. La techno derrière était vraiment cool à produire, a été un gros challenge. J'ai eu à peu près la même il y a 2 ans chez Morrigan Games, où pareil, pour faire une vertical slice, on était globalement 2. Enfin, j'étais seul artiste, il y avait un développeur. On voulait montrer qu'on pouvait faire un truc qui serait faisable avec une équipe de 20 personnes. Donc, procédural, pour faire un morceau de ville gigantesque, un peu justement à la Blame, à la Gunham. J'ai fait un mur qui faisait la hauteur de la Burj Khalifa en 3D. Donc c'était ça a été 6 mois intenses et un challenge pas permis. Et puis après, plus récemment avec toi, Nico, quand on a la direction créative qui veut sur un sur un device qui ne permet pas grand chose, qui veut faire une direction artistique à la Denis Villeneuve avec des environnements gigantesques, magnifiques, full réalistes. Et là, tu regardes un Quest 2 qui est globalement une patate et tu te dis comment on va faire ça, comment ça va sortir. On l'a fait, mais et j'en suis très fier. Je suis très fier de l'équipe pour ça, mais ça avait été une petite descente d'organes sur le moment. Et derrière moi, justement, en parlant de projet, est-ce que tu as des projets VR qui sont sortis actuellement sur lesquels tu as pu travailler et que tu peux nous en parler et auxquels tu en es fier, bien évidemment? Il y a du coup Astra qui est sorti la semaine dernière. Encore un big up à l'équipe de Rockstar qui a travaillé dessus, parce que ça a été un projet avec des ambitions assez ouf niveau artistique et même pour les développeurs niveau technique, qui a un rendu incroyable, surtout sur Quest 3, et très très fier parce que c'est un projet où on a pris le pipeline graphique d'un ancien projet d'Albion et on l'a augmenté pour générer vraiment justement des environnements photoréalistes immenses, compatibles avec les pauvres capacités du Quest en portable. Donc grosse fierté là-dessus. Et après, il est pas encore sorti, il sort bientôt. De toute façon, il a été annoncé, Masters of Light, encore avec Nico. Cet homme fait partie de ma vie. il sera sorti quand tu diffuseras ce podcast, bon. Donc tu peux y aller. Nickel. Ou là, la fierté, c'est plus, pas m'étendre sur la façon, sur la production telle qu'elle a été et tout, mais c'est d'avoir réussi à travailler super bien avec toute l'équipe en fait de production, avec avec le pôle prod de Nico, avec les développeurs. On a vraiment réussi à sortir quelque chose qui était très compliqué à mettre en place, mais on a fait des trucs de zinzin au milieu. Voilà, c'est un projet qui a été très très dur jusqu'au bout, et là la fierté, c'est vraiment le fait d'avoir réussi à sortir et que la sortie se passe correctement. Plus ça a été c'est le projet où justement j'ai eu l'occasion d'accompagner une 3D artiste vers le tech art pour qu'elle devienne main artiste.
Ça a été une expérience qui a été vraiment ultra satisfaisante, qui a été épuisante, mais vraiment, j'en suis très très content. Clairement, ça a été des très beaux projets, des prods difficiles, complexes, mais en même temps, non, je veux pas être pessimiste. J'ai pas envie de me dire que toutes les prods sont galères, mais non, mais ça reste. c'est dans les prods difficiles qu'on fait les meilleures connaissances. C'est en général, c'est vraiment quand j'ai l'impression, malheureusement, dans le jeu vidéo, c'est ça. Quand on en chie, c'est là où on rencontre ses meilleurs collègues. Oui, non, mais par contre, il y a un des vrais aspects. Je sais que j'en ai pas mal discuté avec toi là-dessus, surtout pour les personnes qui débutent. Il y a vraiment des prods où ça peut vraiment mal se passer. Il faut faire attention, mais si c'est difficile ou si c'est complexe, malheureusement, il y a pire et c'est pas si dramatique non plus. Ça reste des productions audiovisuelles ou vidéoludiques et en fait, il y a problème sur problème. C'est ça. Constamment et c'est jamais parfait comme on l'aimerait, donc faut faire avec quoi. Aucune prod n'est idéale. En fait, on peut réduire les risques, pas les éviter. Jamais. Et faut pas en avoir peur parce que c'est aussi c'est comme un peu comme au cinéma, c'est que les problèmes qui vont arriver dans la production, de manière générale, à moins que sauf en cas évidemment de crash prod total et le truc est insolvable, mais c'est les problèmes qu'on rencontre souvent en production, c'est ce qui va nous permettre de raffiner le produit. C'est ce qui va nous permettre déjà de base au niveau personnel on dépasse un peu nos limites et c'est toujours agréable, c'est épuisant certes, mais c'est agréable au niveau personnel, puis ça nous fait grandir au niveau pro. Et c'est souvent en se confrontant aux problèmes qu'on va avoir les meilleures idées, qu'on va avoir, on va réussir à être inventif. Pour moi, c'est ce qui fait aussi tout le truc de cette industrie. C'est on est là pour résoudre des problèmes. On est des artistes et des créatifs, mais on est aussi des techniciens. J'ai été dans le web passé un temps. On est à des années-lumière au niveau technique dans le jeu vidéo de ça. Enfin, je vois des développeurs qui sont de simples trucs, entre guillemets développeurs ou des artistes qui sont de simples artistes qui ont des niveaux de problem solving qu'on attribuerait à des ingénieurs. Et c'est hyper agréable et de voir des teams entières se mettre sur Masters of Light. Il y a une des features, ça a demandé vraiment aux développeurs, aux tech art, aux VFX artistes, aux directeurs artistiques de bosser dessus. Pour la feature, ça a été un monstre à sortir et on est tous super fiers, elle rend super bien. Ça a été une difficulté, ça a été un enfer au début, mais le produit fini fait que tout le monde est content et tout le monde a profité du truc. Clairement. Mais là, on est parti un peu sur la VR, mais finalement, sur les problèmes que tu peux rencontrer, en tout cas sur les différences entre un projet, on va dire classique PC console face à de la VR. Tu nous as dit tout à l'heure que c'était une patate, mais ça dit quoi réellement niveau technique? Alors, en soi, moi je viens à la base du coup du jeu PC. Jeu PC console, parce que maintenant globalement PC console, à part la Switch, on est sur les mêmes capacités. Une PS5, c'est un PC de moyenne gamme. C'est incroyable. On n'est plus à l'époque de la PS2 où c'était vraiment des trucs de l'enfer. Et justement, un Quest, c'est une PS2. C'est un Quest 2. C'est globalement Quest 2, Quest 3. Je parle même pas du Quest Pro. Je ne veux pas en parler. Nico sait pourquoi, mais en fait c'est du hardware au niveau, on est au niveau du mobile. Sauf que c'est un mobile à qui on demande de cracher 2 fois les images en qualité, c'est quasiment du 4K quoi, plus des rendus 360, donc c'est encore d'autres problèmes. Mais on a des contraintes. La VR de base c'est des contraintes parce que justement on rend 2 fois l'image, donc on divise par 2 les capacités de la machine. La VR portable, c'est que ces capacités de base sont pas bonnes. Elles sont pas très hautes. Et du coup, on a une problématique de perf qui est gigantesque à ce niveau-là. Il y a d'autres problématiques qui sont aussi les problématiques de rendu. Les écrans sont très très près des yeux, ils ont la qualité qu'ils ont. C'est pas tous les rendus qui vont rendre bien en VR. Ceux qui ont déjà testé de la VR, ils se rendent compte. Les rendus réalistes sont extrêmement durs à avoir de façon fidèle. Et l'immersion, elle est très compliquée à conserver parce qu'on est toujours en train de, sur du réaliste, on a beaucoup de problématiques de rendu qui est limite dans l'uncanny valley, pas assez réaliste, qui est du coup ça brise l'immersion. Donc c'est vraiment une techno à part. Et en plus il y a des trucs software qui font que Meta, Unity, majoritairement le Quest c'est sur Unity qu'on développe pour cette plateforme. Et au niveau software il y a des trucs, il y a des âneries. Quand on bosse sur Quest, on fait quasiment de la R&D à la place de Meta, globalement. Mais du coup, ça me fait penser, c'est pour ça que la majorité des jeux en VR que moi je connais de mon côté, que beaucoup de jeux qui marchent le mieux, entre guillemets, c'est des jeux entre guillemets qui ne sont pas réalistes et la plupart
le sont pas. C'est pour ça. C'est ça, c'est un choix en fait qui est fait sur beaucoup de jeux. Beat Saber qui est extrêmement minimaliste, Superhot qui a un super rendu, un Superhot rend trop bien, mais c'est pas du tout réaliste parce qu'ils se sont concentrés sur d'autres choses. C'est une balance à avoir de toute façon. C'est si on veut du rallye sur Quest, ça veut dire qu'on n'aura pas on n'aura pas les perfs pour faire beaucoup de choses. Donc c'est des questions à se poser en début de production. Après il y a toujours des gens qui me font mentir. Par exemple il y a Red Matters qui a un look incroyable. Je conseille d'aller regarder, c'est ouf ce qu'ils ont réussi à sortir sur un Quest, mais les mecs de Rain Matter, c'est des tarés. Ils ont fait un moteur entièrement custom juste pour ça. On imagine le coût, la taille de production, enfin la prise de tête que ça a dû être parce que c'est même pas une grosse équipe. En fait, ouais, le Quest, ça exacerbe énormément de challenges. Il y a beaucoup de façons de techniques qu'on utilise qui sont même pas viables dessus. Il y a des techniques qui sont du pipeline standard, TechArt, sur beaucoup de plateformes qui en fait sont juste pas compatibles avec la façon dont le Quest fonctionne. Ça a été la première douche froide quand je suis arrivé dans un VR. C'est technique que j'utilisais tout le temps, que j'adorais. On teste, on regarde, ah bah non, on peut pas. Les perfs sont pas là. En fait, le truc il réfléchit pas comme ça. Faut tout réapprendre. Je trouve que c'est une bonne école, la VR pour l'apprentissage confronté aux problématiques techniques vraiment dures et bas niveau quoi. Ouais. C'est le mobile en général. Moi, c'est un truc que maintenant je conseille beaucoup. C'est de se confronter au mobile, d'aller chercher les perfs sur mobile. Maintenant en plus, Godot, Unity permettent de faire rapidement du petit jeu mobile test et d'aller vraiment essayer de faire tourner des trucs sur des devices qui n'ont pas une grande capacité au niveau performance. Parce qu'en plus, on a le truc maintenant, les utilisateurs ils veulent des écrans incroyables, magnifiques, en 4K, mais dans un mobile, on peut pas faire rentrer grand chose. On peut pas faire rentrer une 4070. Donc Asus essaye, mais bon. Du coup, c'est une super école de tu vas à l'essentiel et t'as pas les moyens de faire quelque chose, mais tu veux un bon rendu, tu vas apprendre à bidouiller, tu vas apprendre à aller faire. Avec les devs sur Mol, on s'est souvent fait la réflexion que, désolé du terme, mais on faisait de la gitanerie, quoi. On faisait du bricolage dans tous les sens, mais d'un côté, c'est intéressant de le faire. Parce que tu te dis, sur PC, on aurait juste sorti l'artillerie lourde et puis c'était parti, quoi. Donc c'est intéressant au niveau intellectuel. Par contre, ça peut énormément frustrer. Mais c'est une bonne école. Ouais, clairement. Surtout au niveau artistique, créatif, où, je pense un peu à notre team VFX, mais où tu es obligé de cut vraiment dans l'art pour que ça passe, quoi. C'est compliqué parce que les VFX, toutes plateformes confondues, c'est ce qui demande souvent le plus de performance. Hein. C'est ce qui aussi apporte beaucoup de beauté, mais beaucoup de sign and feedback passe par les VFX. Mais alors ouais, sur Quest, c'est très très vite, on bride énormément. Après, là, ça dépend des personnes. Il y a des personnes avec ce genre de bride, ils vont y arriver plus facilement. Il y a aussi l'autre problème, d'aller voir un directeur artistique et de lui dire, ton rendu, je suis désolé, mais ça va nous mettre des bâtons dans les roues, ça va être un enfer. Ou juste parfois, un clair et net, c'est pas possible. Alors tout est possible avec assez de temps et d'argent, hein, mais dans une logique de prod, t'arrives, tu dis ah non, mais là, ça c'est mort. Ouais. Et c'est horrible parce que j'ai été directeur artistique, je sais ce que c'est quand on me dit que tu peux pas réaliser ta vision. C'est une remise en question qui est pas facile à faire. Puis aussi, c'est quand t'as 30 ans, c'est pas un truc que t'as envie de dire à un DA qui a 40 ans de maison. Tu lui dis, t'es gentil, mais tes trucs, ça passe pas. T'es là, je sais pas si j'ai les épaules pour lui balancer ça, quoi. C'est là où on revient finalement sur le rôle de lead et d'assumer aussi cette responsabilité de prise de décision et d'être bien au fait des différents sujets techniques. Enfin, on a un peu rebouclé avec le début, mais c'est un peu l'ensemble, quoi. On va tranquillement terminer. Ça fait bientôt une petite heure qu'on discute, c'est trop cool. Ton côté, t'as des objectifs, des projets que t'aimerais faire là dans les prochains mois, années Alors là, tout de suite, je suis en vacances. C'est un objectif à court terme de me reposer. Un objectif, c'est que moi, j'aimerais beaucoup faire du PCVR pour voir ou du PSVR parce que j'adore cette techno au niveau de l'immersion, de ce qu'elle apporte. J'aimerais bien l'essayer en version débridée, de pouvoir là sortir de l'artillerie lourde et voir ce que je peux envoyer dans un Quest branché ou dans un PSVR 2. Et après, en objectif à plus ou moins long terme, je me laisse beaucoup porter. Moi, l'industrie, elle est très fluctuante et on peut pas trop prévoir ce qui va se passer. En ce moment, surtout, c'est
voilà, hein, tout le monde est au courant, c'est la catastrophe. J'espère que qu'on va se remettre, et je pense qu'on va se remettre. C'est pas la première Indiepocalypse, hein. Mais sinon, objectif à long terme, j'aimerais beaucoup aller dans le AAA parce que c'est là où on peut avoir les armes pour faire des trucs énormes. Enfin voilà, c'est dans mes références, beaucoup de jeux sont quand même des AAA au niveau technique, des trucs que j'aimerais réussir à accomplir. Et j'aimerais bien aussi, en objectif, j'aimerais beaucoup bosser sur un jeu d'horreur, un de ces quatre. Ce serait mon petit kiff perso, et pouvoir adapter de l'horreur, ce qui s'appelle l'horreur cosmique. Et je recommande la chaîne Al236 pour ceux qui connaissent pas l'horreur cosmique. Vous allez voir ça. J'aimerais bien adapter ce genre de truc. Bon, t'as un peu mélangé les questions, mais c'est parfait. Mais du coup, nous, on aime bien demander aux invités une petite recommandation pour terminer. Ça peut être n'importe quoi, un livre, un jeu, un film ou une chaîne YouTube ou un spectacle, n'importe quoi. Du coup, la chaîne YouTube Al236 et ses bouquins. Il a fait un bouquin sur Berserk qui est incroyable. Il a fait un bouquin sur Liminal Space. Cet homme est incroyable. C'est une source d'inspiration énorme pour moi. Et allez, je vais balancer parce que je l'écoute depuis hier, le dernier album de Justice. Écoutez-le, il est incroyable. Je l'ai écouté aussi, il est incroyable. On tout à fait d'accord. Hein. C'est de la, enfin encore une fois, ils ont posé ça là de voilà, là, c'est les boss. Et enfin c'est funky, c'est good vibe avec le soleil qui revient, ça va être, c'est parfaitement dans le ton. Trop bien. Je l'écouterai. J'avoue que je l'ai pas encore écouté. Je vais me mettre ça tout à l'heure. Pendant un marathon, un truc comme ça, tu peux écouter ça, toi. Ouais, j'avoue que ça irait bien. Merci beaucoup, Corentin, pour ce temps. Merci à vous deux, c'est très très cool. Puis si jamais vous avez encore besoin, n'hésitez pas. Carrément. Et encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était super sympa, honnêtement. Moi, j'ai appris plein de choses de mon côté. Franchement, tous les termes farfelus sont moins farfelus et franchement, c'est assez intéressant. On remercie encore une fois l'association Lyon Game Dev qui nous permet de faire cela. Merci à toutes et tous d'avoir suivi le podcast jusqu'au bout. On vous adore. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et à nous suivre sur les différents comptes Instagram, YouTube et plateformes d'écoute des différents podcasts. Ça continue à nous donner de la force pour la suite. Un grand merci à toute l'équipe de Behind the Game qui sont derrière et qui aident à l'organisation, qui réalisent un gros travail pour qu'on vous propose cette émission de qualité. Encore merci Corentin, c'était Behind the Game. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.